Bonjour à tous, bienvenue au Musée Curie pour la 4e conférence de cette année. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Irène Frein qui va nous parler le titre de son intervention, c'est Autopsie d'un lynchage médiatique. Je présente plus trop Irène Frein et tous ses ouvrages parce que de toute façon, si je devais citer tous les ouvrages, on serait encore là ce soir. Irène Frein est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Marie Curie prend un amant, que vous trouverez à la librairie du musée en sortant et que vous pourrez venir faire dédicacer à Irène juste après. Cet ouvrage est un ouvrage qui a été très important pour nous au musée Curie, puisque pour la première fois, il abordait l'affaire d'amour entre Paul Langevin et Marie Curie d'un autre angle, d'un angle aussi politique, donc elle va vous parler. Et c'était très important de ce travail d'archives, de recherche, dont je peux témoigner dans les archives, et d'avoir un travail aussi sérieux comme ça, et avec une si belle écriture, voilà. Nous étions ravis de la sortie de cet ouvrage. Donc maintenant, Irène, je vous laisse la parole. Merci Nathalie, merci au Musée Curie de bien vouloir accueillir cette conférence qui sera suivie d'un échange. Si vous voulez poser des questions, je suis à votre disposition. Et merci à Nathalie qui a été si efficace et bienveillante lors de mes recherches et de mes questions, certaines qui semblaient saugrenues. Il y a dû avoir vraiment des questions saugrenues, mais il y en avait, je pense, de très inattendues. Et on a très bien travaillé ensemble avec toute l'équipe des Archives Curie. C'est un excellent souvenir pour moi. Donc, autopsie d'un lynchage médiatique. J'ai choisi à dessein le mot autopsie, car l'autopsie est pratiquée quand on veut déterminer l'origine d'une mort. Quel rapport avec un lynchage médiatique ? Le lynchage médiatique ou le scandale n'est pas nécessairement suivi d'une mort physique, ça arrive. C'est tout l'enjeu d'ailleurs des scandales et des lynchages médiatiques et politiques. C'est que la personne qui subit le lynchage, bien pourquoi on emploie l'image lynchage, peut mettre fin à ses jours ou peut d'ailleurs, par des effets de foule, être assassiné en quelque sorte. Dans le cas la plupart du cas, la mise à mort est symbolique. C'est-à-dire que la victime est détruite dans son honneur, sa réputation, à tort ou à raison. Dans le cas de Marie Curie, bien entendu, c'était absolument monstrueux. Encore faut-il comprendre pourquoi c'est monstrueux. Donc, je résume l'événement. Vous le connaissez peut-être, pour ceux qui ne le connaissent pas, en quelques mots. Entre novembre 1911, le 4 exactement, et la fin décembre de la même année, Marie Curie est accusée des pires ignominies de façon avec une violence de propos absolument extraordinaire, de propos écrits dans la presse notamment, d'avoir pris un amant, la personne du scientifique Paul Langevin. Elle est veuve et lui est en instance de divorce. Donc ça paraît extravagant à notre époque. À ce moment-là, à partir de cet épisode de vie privée, on va essayer de jeter le discrédit sur sa personne et même il va être question à un certain moment qu'elle soit expulsée du territoire français, qu'elle retourne en Pologne et elle va même se trouver devant une situation particulièrement effroyable, c'est qu'il va être question à Stockholm de ne pas lui permettre de recevoir son second Nobel. Donc on atteint un domaine d'ignominie très 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 rarement illustré.
L'autopsie, je vous l'ai dit, consiste à essayer de connaître l'origine de la mort, en l'occurrence, ici, la mort symbolique. Mais une autopsie va permettre aussi d'établir la chronologie d'un meurtre. Si vous suivez des faits divers, et ça peut être absolument passionnant d'ailleurs, le médecin légiste va pouvoir établir des éléments de vraisemblance à partir et établir une chronologie. Et cette chronologie va permettre d'aboutir à des faisceaux de présomption sur les coupables. Pour un scandale et pour un assassinat ou un meurtre, le principe est le même. C'est le principe latin, du droit latin. Is fecit qui prodest. Celui-là l'a commis, à qui cela profite. Donc, qui avait intérêt à ce meurtre symbolique de l'honneur de Marie Curie? C'est la question qu'on va se poser. Je me suis également posé la question, donc, après celui du donneur d'ordre, celui des exécutants, celui des seconds couteaux, parce qu'il n'y a pas eu un meurtrier. Il y a eu des exécutants, des premiers, des seconds couteaux. Il y a eu évidemment à la périphérie des lâches et des opportunistes. Et d'un côté beaucoup plus positif, puisque la mise à mort a quand même échoué, Marie Curie a reçu le 8 décembre, je crois, 1911, son second Nobel à Stockholm dans toutes les règles de l'art, qui a joué le rôle du chevalier blanc, d'une sorte de Maigret qui l'aurait lavé de tout soupçon. Et quels sont les moyens de se sortir d'une mise à mort symbolique qui est en effet le lynchage médiatique. Alors, pour être exact, il s'agit d'une mise à mort politico-médiatique. Comment ai-je travaillé? Eh bien, d'abord en étudiant l'ensemble de la presse parue à ce moment-là, mais aussi en amont. En ce qui me concerne, j'ai une connaissance expérimentale de la presse et des médias puisque j'ai travaillé dans des journaux. Je suis universitaire, mais j'ai également travaillé dans des rédactions et j'ai pu observer le fonctionnement des rédactions. Ils n'ont pas changé. Je peux vous dire, c'est toujours exactement le même système. Et c'est en cela d'ailleurs que l'affaire Langevin, comme on l'appelle, qui est peut-être aussi plutôt l'affaire Marie Curie, est très emblématique parce que je pense que c'est le premier exemple d'un scandale monté en épingle et qui a un retentissement international. Plus généralement, j'ai étudié les mécanismes des scandales. Je me suis aussi fondée sur des rapports de police qui sont conservés aux archives de la police. Et j'ai pu constater qu'il y avait certainement des points qui avaient été très peu à l'honneur de la police de l'époque, en tout cas sous la préfecture du préfet Lépine, puisque, curieusement, alors qu'il y a eu des violences, le dossier de Marie Curie est presque vide. Enfin, divers documents m'ont permis d'identifier justement le donneur d'ordre et les organisateurs et les porte-flingues. On peut prononcer ce mot. Hein, on y reviendra tout à l'heure. Enfin, il n'y a pas de meurtre et d'assassinat quand il s'agit d'un meurtre bien concret avec du sang ou un empoisonnement, si le contexte n'est pas dangereux et si la victime n'a pas été aveugle ou en tout cas imprudente. Et ça s'applique également au cas du meurtre symbolique de Marie Curie. Alors, les difficultés de l'entreprise, pour moi, ont tenu à diverses lacunes. Si le dossier de presse, j'ai pu le reconstituer à peu près en entier grâce à la BNF et aux archives du musée Curie, le dossier de police, comme je vous l'ai dit, a été expurgé. On ne possède pas les documents privés
écrit de la main de la victime Marie Curie, car elle a fait détruire toutes les correspondances qu'elle avait pu échanger en amont du scandale, et ensuite, elle a demandé à tous ses amis de les détruire. Langevin n'a pas tout détruit, et certains documents, il les a fait conserver à l'école supérieure de physique, qui est toute proche d'ici. Une biographe américaine, Susan Quinn, avait pu les consulter, et dans sa biographie, elle en avait fait état. Donc je me suis contentée dans ce cas-là, d'une source de seconde main, dirait-on. Mais Susan Quinn étant quelqu'un de très rigoureux, j'ai pu les utiliser de manière assez certaine. Alors, je disposais d'une source qui n'avait pas été exploitée, en tout cas pour le scandale, comme nous allons l'appeler désormais, c'est la comptabilité de Marie Curie. C'est l'originalité, je pense, de mes recherches, je le dis sans forfanterie, parce que jusque-là, la comptabilité de Marie Curie avait été approchée par toutes sortes de biographes pour dire à quel point elle était économe. Or, précisément, quand elle a sa liaison avec Paul Langevin, qu'on peut dater d'ailleurs grâce à la comptabilité, et c'est les deux états de sa comptabilité, c'est quand même encore plus passionnant, puisqu'il y avait un état de brouillon et un état officiel, donc on peut observer aussi les variations entre les deux. Et précisément, elle a des dépenses beaucoup plus importantes, notamment de façon très significative en matière de vêtements et en matière de déplacement. Et ce qui est le propre des liaisons secrètes, ou en tout cas discrètes, tant du point de vue des hommes, du reste, mais que du point de vue des femmes. Mais je n'ai pas la comptabilité de Langevin. J'ai pu remarquer quand même qu'il était très dispendieux. Ça se savait. Il emprunte d'ailleurs souvent de l'argent à Marie Curie, notamment lors de leur liaison pour payer le loyer quand quand Langevin loue un petit 2 pièces que j'ai pu retrouver. Il était encore là, dans le 13e, rue du Banquier. J'ai fait plusieurs pèlerinages, un peu de détective sur ces endroits. Donc la comptabilité contient des indications, notamment au moment du lynchage médiatique, puisque j'ai pu voir qu'elle est obligée de faire des réparations dans le rez-de-chaussée de la maison qu'elle occupe à Sceaux, notamment des réparations de meubles. Ils ont été fracassés. Et là où on voit l'énergie de Marie Curie, c'est qu'elle envoie tout de suite les meubles à la réparation. Donc on ne savait pas jusque-là, parce qu'on n'avait pas regardé la comptabilité de ce point de vue-là, que sa maison avait été envahie par des gens qui ne s'étaient pas contentés de jeter des cailloux et de l'injurier. Et par ailleurs, comme elle avait reloué un autre 2 pièces secret tout près d'ici, rue de Blainville, il y a également beaucoup de déprédations. Rue de Blainville, ça veut dire qu'elle avait été suivie, et on la suivait à la trace, et on avait pu, ses ennemis avaient pu voir qu'elle avait loué à un autre endroit pour retrouver Paul Langevin à l'abri des regards. Alors je précise que moi, je n'ai jamais poussé la porte de la chambre. Ce qui se passe dans la chambre, aussi bien de rue du Banquier ou rue Blainville, ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour faire une enquête sur ce qui s'est passé sous les draps. Ce n'était pas mon objet. En revanche, l'intensité de la passion, au moins sentimentale, peut transparaître de la comptabilité, mais ce n'est pas de notre objet aujourd'hui. Par ailleurs, avec Internet maintenant, on peut faire toutes sortes de croisements, et par ailleurs, quand on découvre des adresses, essayer de voir les proximités géographiques à travers Google Maps des différents protagonistes et ennemis. Et ça a été passionnant pour retrouver les coupables. Bien, donc nous sommes dans cette histoire, je le dis là très brièvement, que vous pourrez découvrir dans le livre, à l'intersection de haine familiale, dans un couple qui ne va pas du tout, violent, les Langevin, et où c'est la femme qui est violente, ça arrive. D'autre part, un membre de la famille Langevin, le beau-frère, est dans les médias à haut niveau, et son travail, c'est d'exploiter les faits divers et aussi d'être
très près des milieux politiques, dans un contexte qu'on va voir tout de suite, très rapidement en tout cas, qui est un contexte qui précède la guerre de 14 avec tout le passif de l'affaire Dreyfus. Et en ce qui concerne Marie Curie, ça va être aussi l'actif de l'affaire Dreyfus, on va le voir. Et par ailleurs, je n'ai pas pu faire cette enquête sans me livrer à une enquête de personnalité de la victime. Donc, vous voyez, il y a une méthode, je ne dirais pas policière, mais une méthode plutôt de juge d'instruction pour comprendre les uns et les autres. Un écrivain, ça va là où il n'a rien à faire, parce que c'est là qu'il a tout à faire. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un scandale ? Ce qui est très intéressant, c'est l'étymologie du mot scandale. C'est un mot grec, au départ, qui désignait une cage ouverte munie d'une planchette. Le scandalos, c'est curieusement une planchette. Alors, sur cette planchette, on plaçait un morceau de pain. La planchette était reliée à un cordon, lui-même relié à la porte de la cage, où on voulait prendre un oiseau. Dès que l'oiseau, attiré par l'appât, se posait sur la planche, celle-ci basculait. Déséquilibré, l'oiseau chutait, puis cherchait à s'enfuir, en vain. Le cordon avait actionné la porte de la cage qui s'était refermée sur lui. Plus l'oiseau était gros, plus la chute de l'oiseau était brutale. Le nom de ce piège était scandalone, d'où vient le mot français scandale. Autrement dit, Marie Curie, de nos jours, on dirait que c'était pour les amateurs de faits divers sensationnels, donc de scandales, de nos jours, on dirait que c'était un gros poisson, mais étymologiquement, c'était un gros oiseau, si vous voyez l'image. Et un scandale, c'est un piège. Et comme d'ailleurs dans les histoires de crimes, quand vous avez des scandales, on dit « les taux se resserrent sur ». Hein, bon, récent, vous avez entendu ça l'année dernière lors de l'affaire Fillon, les taux se resserrent de plus en plus sur François Fillon. Eh bien, c'est exactement la même phraséologie qui est employée en matière d'enquête policière. Un scandale se nourrit toujours d'images. Ça, c'est une caractéristique. Et par ailleurs, il se nourrit toujours d'un faisceau de peurs. Quelles sont les peurs au moment du scandale qui éclate en 1911, l'émancipation de la femme. Ça commence avant la guerre de 14. Les femmes commencent à travailler. Et on prépare la guerre, donc la pensée dominante machiste, à l'époque, s'appuie sur l'image de la mère française. Une vraie femme, entre guillemets, est d'abord une vraie mère, et c'est ensuite une vraie mère française, c'est-à-dire l'idéal de la mère française, c'est de produire des garçons qui iront à la guerre. Et la guerre est déjà, si j'ose dire, dans les tuyaux. Les affiches de mobilisation sont déjà imprimées depuis 1 an, il n'y manque plus que d'y inscrire la date. Et ce n'est pas par hasard si des incidents graves commence à se produire en Afrique du Nord à la même époque, octobre 1911, pour créer un conflit avec l'Allemagne. Il y a la peur de l'Allemagne, mais aussi il y a la volonté d'en découdre avec l'Allemagne, la guerre de 70. Vous savez bien d'ailleurs que l'affaire Dreyfus est née de toute cette histoire de phobie de l'espionnage allemand, et de nationalisme exacerbé. Par ailleurs, le système éducatif est au centre d'un certain nombre de revendications politiques et sociales. En 1905, séparation de l'Église et de l'État, un certain nombre d'institutions religieuses ont été menacées et le conservatisme, les partis conservateurs ont très mal vu cette séparation de l'Église et de l'État, et
qui s'est traduite dans une forme de confiscation des biens de l'Église à ce moment-là. Et vous saviez que l'Église avait un certain nombre d'institutions éducatives. Or, le groupe auquel appartient Marie Curie n'est pas simplement un groupe de scientifiques à l'État qui ne parlerait que de radioactivité, de l'origine de l'énergie, etc., ou de théorie de la relativité qui est naissante, qui est un des sujets d'exploration de Paul Langevin, par exemple. Ce groupe de scientifiques informels a aussi beaucoup de théories et de volonté d'expérimentation de nouveaux systèmes éducatifs. D'où est sorti d'ailleurs le système éducatif français, finalement, après la Seconde Guerre mondiale. Vous avez peut-être entendu parler de la réforme Langevin-Wallon. Et ce sont des idées qui sont exprimées quotidiennement par Pierre et Marie Curie. C'est une des dernières discussions de Pierre et Marie avant la mort de Pierre accidentelle en 1906. Et ça, c'est connu. Enfin, on voit bien, on observe déjà un recul de la religion comme moyen de structuration morale de la société. Donc, ça est un faisceau de peur. Autre point, naissance du phénomène de l'hypercélébrité. L'hypercélébrité, c'est un mot moderne, récent, qui a été créé par un socionome de Litli pour parler des icônes modernes. Bon, une hypercélébrité, c'est qui? C'est Obama, c'est Madonna, c'est Lady Gaga, hein, pour prendre des exemples. Quelqu'un qui est identifiable par un look, par une activité et par des activités telles que ça leur confère une aura, qui peut être, selon les moments, positive ou négative. Bien, c'est très fréquent dans la pop culture. Marie Curie est la première personne à accéder à l'hypercélébrité. Il y avait des gens célèbres, mais il n'y avait pas des gens hyper célèbres. C'est la première célébrité avec Pierre, mais plus que Pierre, à cause de la mort de Pierre. D'ailleurs, on y reviendra. Et c'est une femme. À son époque, comme Français dans le monde entier, il y a deux Françaises. Hein. C'est Sarah Bernard et elle. Alors, que crée l'hypercélébrité? Elle crée, c'est valable, c'est une loi, si vous voulez, qui est valable à notre époque, ce qu'on appelle la surexposition. Et de la gloire planétaire, on peut passer très vite à la réprobation planétaire. C'est la gloire et misère, si vous voulez. Marie Curie a été consciente dès 1903, dès la fin 1903, quand le premier Nobel est attribué à son mari et elle-même, enfin, quand elle reçoit son premier Nobel avec son mari et à l'époque Becquerel, puisqu'elle déclare à Pierre, c'est le désastre de notre vie. Et dès les premières interviews, Pierre et elle ne vont avoir de cesse de fuir les journalistes. Elle semble être consciente qu'il va y avoir un rendez-vous devant le tribunal de l'histoire, car dès ce moment-là, 1903, elle constitue un recueil d'articles. Il est d'ailleurs au musée Curie. Et elle va s'inscrire après à l'Argus de la presse pour recevoir tout ce qui se paraît sur elle ou sur Pierre. Et elle est très consciente qu'il se passe quelque chose autour de l'hypercélébrité. Elle le regarde ça avec vigilance. Alors, maintenant, personnalité de la victime. En amont, dès 1903, ce qui va faire de Pierre et elle des êtres fragiles par rapport à cette célébrité qui va leur tomber dessus en un mois. C'est énorme en 1903, de devenir célèbre dans le monde entier en un mois. Il faut dire qu'il y a des moyens de communication qui deviennent importants. Les journaux français ont les plus gros tirages au monde à l'époque. Hein, on ne s'aperçoit pas de ça. Actuellement, c'est plutôt en Inde ou en Chine. Et là, c'est la France, c'est 1 million, 2 millions pour certains titres, avec évidemment 5-6 lecteurs par exemplaire. Vous
voyez ce que ça peut donner. Eux, dans le groupe de scientifiques dont ils font partie, Marie et elle, en fait, ils lisent, mais ils lisent le Temps, qui est l'équivalent du Monde. Mais ils ne lisent pas les journaux qui ont ces tirages insensés comme le Petit Parisien, le Journal et le Petit Journal. Alors, je vous précise tout de suite, parce qu'il faut que je vous fasse titiller quand même dans mon histoire, que le directeur, que les faits divers sont ceux qui donnent le plus grand succès d'un journal qui s'appelle Le Petit Journal, que le Petit Journal a pour directeur des faits divers, disons-le comme ça, le propre beau-frère de Paul Langevin. Bien. Donc je suppose que quelque chose commence à vibrer en vous, je l'espère en tout cas. Hein. Nous sommes quand même dans une sorte de roman policier. Mais dans la bande scientifique de Marie, que j'ai appelée la bande du 108, parce qu'ils se réunissaient régulièrement au boulevard Kellermann, numéro 108, où habitaient Pierre et Marie à l'époque, on est quand même ce qu'on dirait hors sol à l'époque. C'est un groupe de scientifiques par définition passionnés par leurs recherches. Quand ils discutent entre eux, parce que vous savez que les scientifiques ont besoin de parler entre eux. Ils parlent certainement beaucoup plus entre eux que ne le parlent les écrivains, et qui sont beaucoup plus personnels et secrets. Et ils se sont quand même, par rapport au monde des médias grand public, qui est déjà très bien installé à l'époque, des gens qui sont dans une bulle un peu idéaliste. Et c'est justement ce petit astéroïde scientifique, idéaliste, de la science désintéressée, de la recherche fondamentale, qui va se fracasser avec le premier Nobel de Pierre et Marie Curie contre la planète nouvelle qui n'a jamais fait vraiment des siennes jusque-là, qui est la presse à grand tirage, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler les médias grand public. Donc, si vous voulez, trouver des équivalences maintenant, BFN TV, TF1, etc., etc. Je vous laisse trouver les correspondances que vous voudrez. Donc, ils vont, à ce moment-là, dans un premier temps, Pierre et Marie Curie, consentir une interview à la presse, mais ça va mal se passer. C'est-à-dire que, par exemple, le premier reporter qui va arriver chez les Curie, Marie Curie n'est pas là pour le premier Nobel, va tomber sur la bonne qui est qui est en train à donner à manger à Irène Joliot-Curie, qui a donné des cours dans cet amphi, vous êtes. Hein. C'est assez bouleversant d'être à ce bureau pour moi. Et cette petite fille est en train de manger et le reporter écrira, et pourtant c'est un type assez distingué, et le Temps, comme je vous l'ai dit, c'est l'équivalent du Monde. La petite Irène se fait servir à déjeuner par la bonne pendant que sa mère cherche à conquérir le Nobel. Un raccourci. Imaginez la tête de Marie Curie quand elle lit ça. Par ailleurs, la plupart des reportages vont à propos de la victime Marie, elle est déjà victime, propager des images totalement stéréotypées sur les rapports hommes-femmes. Alors je vais vous donner un petit florilège très rapidement. Une idylle dans un laboratoire de physique, c'est une chose qu'on n'avait jamais vue. C'est-à-dire, Pierre et Marie Curie découvrent la radioactivité. Ce qui intéresse, c'est l'histoire amoureuse, avec des sous-entendus, bien entendu, sexuels. Qu'est-ce qu'ils font entre leurs éprouvettes à manipuler du radium? Il y a bien un moment où ils font autre chose que de manipuler du radium. Bon. Marie est définie comme l'inspiratrice de son mari. Quand on va être favorable, on va écrire cette chose-là de façon soulagée. Marie Curie n'a pas abdiqué de son caractère féminin. Ou on va dire, c'est une vraie femme.
là où on va écrire la preuve qu'on peut faire partie de l'élite tout en gardant les délicieux sentiments d'amour d'une femme et d'une mère. Donc on réduit toujours, et si on a fait une découverte capitale, qu'on va recevoir un prix prestigieux, il y a une excuse, c'est de rester féminine et maternelle. Sinon, ça ne va pas marcher dans l'opinion. On va la définir, selon les journaux, admirable assistante, assistante dévouée, collaboratrice dévouée et précieuse de son mari, collaboratrice de tous les instants. Ou, quand un peu plus filleux, habile assistante, compagne de laboratoire dévouée des recherches de son mari. Elle a associé son nom à ses découvertes. Bon, elle a navigué, quoi. On n'est pas loin de 1911, on dira, elle est arrivée de Pologne juste à temps pour récupérer les découvertes de son mari. Donc déjà, c'est en germe. On va dire aussi, évidemment, exception qui confirme la règle pour le genre féminin. Bon, ça, c'est de la routine, hein. On connaît. On va écrire aussi à son propos des généralisations moralisatrices. Les femmes, dans leur ardent désir de s'affranchir par le travail, ont provoqué une baisse considérable des salaires. Leurs maris battent le pavé à la recherche d'un emploi quelconque. Puis alors, il y a les prophètes de malheur. Vous noterez que tout ça est d'une considérable actualité. Le féminisme fera faillite. L'homme et la femme s'apercevront un peu tard qu'ils se concurrencent et se nuisent mutuellement. Et enfin, et ça c'est l'Académie suédoise qui le déclarera en la personne de son président au moment où il voulut définir la part de Marie dans la découverte du radium, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il a déclaré le Seigneur, en référence à la Bible, il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Donc, il y a déjà un climat. Mort accidentelle de Pierre Curie en avril 1906. On peut croire qu'elle va échapper à son statut de victime, car elle devient encore plus mondialement célèbre à cause de cette mort spectaculaire. Il y a une symbolique dans la mort de Pierre Curie très forte, c'est que sa cervelle éclate sur le pavé de la rue Dauphine. Donc c'est le chercheur de génie dont la cervelle éclate. Aucun détail n'a été épargné dans la presse. Marie devient veuve et le retentissement dans la presse est énorme. Songez que le même jour ou à peu près, il y a le tremblement de terre de San Francisco avec des centaines et des centaines de morts. Eh bien, la mort de Pierre Curie en France éclipse cette nouvelle-là. Vous allez me dire, on n'en est pas à l'heure de la mondialisation, mais tout de même. Il va se passer pour Marie Curie le même phénomène que pour Jackie Kennedy. Elle devient la veuve illustre. Ça veut dire, elle est jeune encore, elle n'a pas 40 ans. Et en fait, on retrouve le vieil archaïsme, c'est pire qu'un stéréotype, une veuve d'un homme célèbre ou à un degré de pouvoir, peu importe, ne peut pas se remarier. C'est-à-dire, c'est un peu comme le même fantasme qu'on trouve dans l'Inde d'autrefois, c'est que la veuve du Maharaja ou du Raja doit aller se brûler sur le bûcher. Alors, elle est à la fois idéalisée comme veuve et sous les espèces de Mater Dolorosa ou de Pietà, si vous voulez. En fait, on s'aperçoit en lisant la presse qui entoure la mort de Pierre Curie et un autre événement qui se produit un peu plus tard en automne, quand Marie succède à Pierre à la chaire de physique
de la Sorbonne, et ça va être un événement mondain considérable. Le tout Paris mondain et riche et brillant va accourir à la Sorbonne écouter un cours sur la radioactivité, quand même, sans rien comprendre évidemment, à part quelques esprits. Et bien que, en fait, sa souffrance est conçue comme sa rédemption. C'est-à-dire, elle a été si célèbre. Alors, d'une certaine façon, il faut bien qu'elle paye. Cette femme qui, on l'a vu, est une exception. Vous voyez ? C'est la reine à qui il arrive des malheurs, mais il y a une forme de sadisme inconscient dans la façon dont la presse et le public va la regarder. Et c'est le voyeurisme aussi auquel on assiste toujours quand il y a un mort célèbre et qu'on va vouloir absolument contempler ses enfants ou le veuf ou la veuve lors des funérailles. Hein. On voit ça au moins une fois par an. Et elle a le même traitement. Alors, le premier cours qu'elle fait à la Sorbonne est vécu comme un événement théâtral. Et on cherche la faille, évidemment. Les journalistes la trouvent. Ils la trouvent ennuyeuse. Mais on la trouve belle. On va vanter à ce moment-là sa beauté, sa jeunesse. Et puis ça va passer. Ça va passer parce que ça fournit de l'image. Donc on est vraiment dans la société déjà contemporaine. Du moment qu'il y a de l'image, on est content. Ça va faire la une de l'illustration. L'illustration, c'est en matière comment vous dire, d'équivalent médiatique contemporain, c'est un direct. 2 heures de direct sur TF1 ou BFM. Vous voyez ? Elle a ça, avec la une de l'illustration. C'est l'équivalent. La femme en question, à l'époque, elle est totalement dépressive, la vraie Marie Curie, et elle est devant un enjeu considérable. 4 mois après la mort de Pierre Curie, on a insinué évidemment que ce n'était pas elle qui avait fait les recherches, et l'un des plus grands scientifiques de l'époque, Lord Kelvin, a remis en cause les découvertes sur le radium à la une du Times. Vous voyez que on approche du scandale, en disant que le radium n'est pas un élément, mais que c'est simplement un dérivé d'hélium. Donc Marie, vous la connaissez, hein, si vous êtes venu ici, c'est que vous l'aimez et la connaissez, elle relève le défi. Et il va falloir qu'elle isole du radium pur. Et ça, elle s'impose, comme l'a dit un biographe, elle le sait d'ailleurs, des années de travaux forcés. Elle va recommencer. Et elle va s'imposer de mesurer avec la plus grande exactitude, avec ces fameuses balances, le poids atomique du radium. Alors voilà ce qui est son travail. Mais c'est une femme et elle a aussi une vie privée. Et cette vie privée, ça va être, et j'ai pu, grâce à la comptabilité, isoler très nettement le moment de début de la liaison de Marie Curie avec Paul Langevin. C'est, disons-nous, 2 ans et demi après, à peu près, fin 1909, début 1909, pardon, elle tombe amoureuse de Pierre Curie et de Paul Langevin, pardon, qu'elle prend d'ailleurs, à mon avis, c'est ma théorie pour Pierre Curie. Il y a une sorte de malentendu dans son inconscient qui est d'ailleurs très explicable, mais ce n'est pas l'objet de ma communication d'aujourd'hui. Et semble-t-il, c'est à ce moment-là qu'ils deviennent amants. En tout cas, on peut situer très nettement la liaison ou le fait qu'elle tombe en amour, comme on dit au Québec, par ses dépenses vestimentaires qui deviennent assez importantes, même très importantes au regard de ce qu'elle dépensait, qui était très minime les 2 ou 3 années précédentes pour ses vêtements. Alors, ça va créer un moment d'accalmie. Elle se croit, elle est enfouie dans ses recherches et elle commence à trouver une forme d'équilibre qui lui permet de sortir de la dépression en s'offrant finalement un semblant de nouvelle vie, ce qu'on appelle dans le langage courant en français « refaire sa vie ». Elle commence à penser à refaire sa vie et elle vit une belle histoire, on dirait,
un début de belle histoire. C'est caractéristique du scandale. À un moment, la future victime a été imprudente car elle s'est crue à l'abri. Elle n'a pas été assez discrète parce qu'elle pense qu'elle est sortie de ce qu'on appelle de nos jours le scope médiatique. Elle se croit sortie du scope. Alors, un an plus tard, après une liaison dont on ne sait pas au juste où elle a trouvé refuge, certains ont prétendu que c'était à l'École normale supérieure, moi je n'ai trouvé aucune preuve et que seulement des rumeurs, donc je ne peux pas l'affirmer. Un an plus tard, après la mort du père de Pierre Curie, qui vivait dans une des parties de la maison que Marie occupait à Sceaux, du boulevard Kellermann, elle avait déménagé à Sceaux. Cette maison existe toujours, on peut la trouver facilement. Si ça vous intéresse, allez à Sceaux, voyez la maison, en tout cas de l'extérieur, et allez surtout au cimetière de Sceaux, parce que la tombe des Curie est un endroit très bouleversant et très poétique, et je pense que, comme beaucoup de tombes, elle raconte non pas les morts, mais les vivants. À ce moment-là, donc, Paul Langevin loue un local, 2 pièces, rue du Banquier, 13e arrondissement, quartier ouvrier, presque assez misérable à l'époque, éloigné, 5 rue du Banquier. Marie, vous savez comment elle était habillée, très simplement, femme très discrète, se déplaçant en bicyclette ou à pied. À l'époque, quand il fallait faire des courses, elle allait le boulevard voisin et elle achetait des petites soupes qu'on vendait aux ouvriers, des petites repas chauds dans des gamelles, etc. Et elle a un cabas ou des légumes. Elle pense qu'elle n'est absolument pas reconnue. En réalité, dans ce quartier ouvrier, tout le monde la reconnaît car tout le monde a vu la une en 1906 de l'Illustration. Mais la victime ne se croit pas reconnue. En fait, elle est reconnue aussi parce que ce n'est pas simplement l'événement de la mort de Pierre Curie, c'est qu'il est inscrit dans l'inconscient collectif, en même temps que son image incrustée dans la rétine mémoire du public, le fantasme de la femme savante. Je ne l'emploie pas ici, évidemment, au sens de Molière, c'est la femme qui est une savante. Mais de la même façon que dans le titre de Molière, l'expression fait oxymore, c'est-à-dire rencontre de deux éléments contradictoires. Enfin, l'oxymore, bon, c'est la clarté obscure, par exemple, sous la plume de Victor Hugo. C'est une image apparemment contradictoire, mais qui fait jaillir par sa violence de collision de termes opposés, une vérité qu'il n'y aurait pas sans cette collision. C'est la femme d'exception. C'est, d'une certaine façon, le phénomène. Et le phénomène n'est jamais très loin dans l'inconscient du monstre. Entre le phénomène et le monstre, il y a juste une gradation, une seule, il n'y en a pas 2. Alors, elle se croit, comme toutes les victimes de scandales, protégée par son apparence. Et c'est une femme aussi très discrète et très silencieuse. Elle est persuadée qu'on l'a oubliée. Le problème, c'est que dès la fin juillet, un personnage dont nous n'avons pas parlé jusqu'à maintenant, sauf de façon périphérique, mais qui compte beaucoup, Madame Langevin, est au courant. Madame Langevin a imposé sa mère à domicile à Fontenay-aux-Roses et très souvent il y a également la présence de sa sœur. Et le trio de femmes est très violent envers Paul Langevin et il est prouvé que très tôt dans son mariage, Paul Langevin, s'il ne rapportait pas assez d'argent, recevait des coups. Donc, et le ménage ne marchait pas du tout, même s'il y avait eu 4 enfants. Dès fin juillet, Madame Langevin
1910 est au courant. Alors comment ? On lui dit que Paul et Marie Curie se retrouvent dans le même train et qu'il y a du louche. C'est l'expression qui est employée. Qui a pu dire ça ? Et comment c'est possible ? Sceaux est très près de Fontenay-aux-Roses. Pour savoir qui, c'est très simple. Il faut regarder un élément. Et vous l'avez peut-être deviné, le fameux beau-frère journaliste. Maintenant, je n'ai pas son adresse, moi. C'est ça qui m'ennuie beaucoup quand je fais mon enquête. Mais si, on peut la trouver. Parce que peu après ces méfaits, ou simultanément à peu près à ces méfaits, j'y reviendrai tout à l'heure, Bourgeois a reçu la Légion d'honneur. Il y a une base de données sur la Légion d'honneur qui conserve toutes sortes de documents sur les récipiendaires et notamment leur profession et leur adresse. C'est la base Léonore, je la consulte et je trouve l'adresse de monsieur Henri Bourgeois, beau-frère, chef du service des faits divers, donc au Petit Journal, 3 rue Carnot à Sceaux. Et grâce à Google Maps, je m'aperçois que c'est à 1,5 km de Fontenay-aux-Roses où vit le couple Langevin, la famille, mais aussi surtout à 500 mètres de chez Marie Curie. Et vraisemblablement, les automobiles étant très peu répandues à l'époque, monsieur Henri Bourgeois va au Petit Journal en prenant le train à la même gare que Marie Curie, qui habite, elle, à peu près 100 mètres de la gare. Donc il les a vus, ou on le lui a dit. Alors, Bourgeois, maintenant, intéressons-nous à lui. Vous voyez, c'est une autopsie. Hein. Après le cœur, le foie, les poumons, on va dans les tripes, les intestins. Quel est son boulot ? Il est chef des informateurs judiciaires et très proche de tout ce qui est le tribunal de Paris. Toutes les chambres d'accusation, les tribunaux, les assises et le reste. Pourquoi ? Parce qu'il s'occupe de faits divers. Alors, il ne peut pas tout faire. Il a une armée de mouchards. Qui sont ces mouchards ? Des indicateurs. Ces indicateurs peuvent être ces fouilles, donc ça commence par M après, donc je ne le dirai pas dans cet auguste lieu, des journalistes sans foi ni loi, comme on les connaît dans nombre de rédactions d'un certain ordre, dirons-nous. Il y a aussi des policiers véreux, mais les journalistes ont besoin des policiers, les policiers ont besoin des journalistes. Puis il y a aussi, on marche au billet, hein, beaucoup à l'époque, dans les rédactions, et aussi à l'échange de sources. Et également, on va, dans les policiers véreux, il peut y aussi y avoir des personnages qui ont commis des méfaits, et on leur dit, tu ne peux pas faire un petit coup, là, ça m'arrangerait. Et donc, les idées vont venir très rapidement à monsieur Bourgeois. Alors, je pense que Paul, lui, a vu venir le coup dès juillet 1910 et il a rompu avec Marie. Avec Marie, ça s'est très mal passé. Elle était folle amoureuse. Elle a été extrêmement déstabilisée. Elle a cherché dans tout le quartier ici pendant l'été. Elle ne voyait pas. Elle s'est confiée à Jean Perrin. Vous voyez qui est Jean Perrin. Toutes les découvertes scientifiques qu'il a faites. Et finalement, Jean Perrin a essayé très naïvement de réconcilier tout, d'arranger les choses, ça n'a pas marché. Et très rapidement, Jeanne, qui est une femme violente, se retrouve avec sa chère sœur devant le domicile de Marie à Sceaux et formule, d'après les documents, des menaces de mort. C'est-à-dire qu'elle annonce à Marie que si elle ne quitte pas la France, elle peut craindre pour sa vie. Alors, là, je n'ai pas de preuves, je n'ai que des éléments
ils vont jouer dans le scandale, hein, des éléments qui relèvent de la seconde main. Donc je ne peux pas avancer, mais il semblerait bien qu'elle est menacée avec un pistolet. Ça semblerait. Maintenant, je n'ai pas de preuve, je ne peux pas l'affirmer. Ça se passe devant chez elle. Donc, il y a des voisins. Hein, si vous allez à Sceaux, rue Jean-Macré, comme ça s'appelle de nos jours, vous allez voir, il y a des maisons. À l'époque, tout le monde épite tout le monde. Hein. Il n'y a pas la télé, il n'y a pas les séries sur Netflix qui occupent les gens qui n'ont rien à faire. Voilà, et donc on regarde ce qui se passe. Donc, c'est très important. Il y a déjà des témoins. Il y a déjà un voisinage qui va être alerté. On peut d'ailleurs se demander si certains ne se joindront pas à l'époque à l'émeute quand la maison de Marie Curie sera caillassée. Donc, tout est déjà réuni, mais ça reste contenu dans un étouffoir familial. Sauf que, nous devons avoir la chair de poule, vous devez tous avoir la chair de poule en ce moment, car nous avons notre petit camarade, enfin, c'est pas notre petit camarade d'ailleurs, Henri Bourgeois. Celui-là, vous avez bien remarqué qu'on est quand même devant un gros calibre. Bien. Alors, un scandale est souvent préparé de problèmes, d'une problématique médiatique qui n'est pas encore un scandale, mais ce que j'appellerais moi un scandale sournois. Et c'est souvent la victime qui va se mettre dans sur la petite planchette de la cage du scandale, hein, qui va attirer le gros oiseau dont nous avons parlé tout à l'heure, le scandalon. Ça va être l'Académie. Marie va être poussée à se présenter à l'Académie des sciences. Elle va être à la fois naïve et prudente. Naïve parce que, à juste titre, parce que ces recherches ont abouti sur le poids atomique du radium et sur le radium pur. Elle sait tellement qu'elle a fait quelque chose d'exceptionnel qu'elle pense qu'elle va être admise à l'Académie sans difficulté. Prudente, car vous savez qu'il y a des visites académiques, elle leur fera faire l'essentiel par les amis qui sont au sein de l'Académie et qui préparent son élection. Mais également imprudente, car Paul et elle ne cessent de se revoir, se rencontrer rue du Banquier. Donc, lors de son élection, enfin de sa candidature, il y a évidemment une campagne de presse qui commence. Elle commence sotto voce au départ, vraiment de façon très, très douce, mais néanmoins, ça va monter de plus en plus fort sur le thème « Une femme à l'Académie ». Une femme à l'Académie. À l'époque, dans aucune académie, il n'y a de femmes. Il y en a eu à la fin du XVIIIe siècle dans l'Académie des Beaux-Arts, quelques femmes peintres, mais depuis, c'est terminé. Et c'est un genre d'usage. Il n'y a pas de loi très claire, mais là, on va reposer la question de la présence d'une femme à l'Académie. Et la campagne va devenir de plus en plus violente et hostile, à tel point que le jour de l'élection, le préfet Lépine, dont je vous ai parlé tout à l'heure, enverra un cordon de police pour empêcher une émeute si Marie Curie est élue. Dans le dossier de Marie Curie, ce point-là, la documentation, les documents ont disparu sur ce point. Il n'y en a aucun, strictement rien. Donc Lépine, préfet de gauche, je pense à un certain moment ne s'est pas senti très fier à la fin du scandale Marie Curie. Ça va aller très loin, puisque Marie Curie va être accusée d'être étrangère. A-t-elle droit, en tant qu'étrangère, d'entrer alors qu'elle est citoyenne française? Non, elle est polonaise. Ça ne va pas. Alors on va dire, mais elle est française.
Alors à ce moment-là, on va trouver autre chose. Par lettre anonyme, on va sous-entendre, enfin, elle va être, entre guillemets, dénoncée comme juive. Alors là, je me demande s'il ne faut pas quand même incriminer certains Polonais de Paris, parce que ça vient en fait du fait que le deuxième domicile de la famille de Marie Curie, famille Sklodowska, était ils avaient immigré de cette place de Varsovie, là où on montre toujours la maison de Marie Curie. En fait, elle est née là et elle a vécu que jusqu'à l'âge de 1 an ou 2, je crois. Mais ils avaient déménagé dans un quartier très pauvre à la lisière du ghetto. Donc on va dire que son père a été rabbin. Et puis d'ailleurs, va-t-on ajouter, et c'est là que commence le scandale, l'insinuation. Vous savez, vous dites que son père n'a pas été rabbin, mais quand même son deuxième prénom c'est Salomé. Donc on voit venir les mêmes thèmes que dans l'affaire Dreyfus. Le juif introduit, venu de l'étranger, pour saper la santé de l'institution française. Alors, on va dire aussi, bon, alors ça c'est effrayant, mais c'est l'époque, que si elle rentre là, elle va souiller l'institution un peu comme une femme qui rentrerait au Mont Athos. Bien, qu'est-ce que c'est que l'introduction du féminisme dans l'austère compagnie? Donc, en fait, une femme parce que c'est sexué, ça va créer des problèmes sexuels. Alors, sexualité et féminisme sont associés. Vous l'aurez noté. Donc, on glisse déjà vers... on va sexuer la question. On va sexuer une question qui n'est que de juste... il s'agit de savoir si elle a fait des recherches qui lui permettent d'entrer à l'académie. Mais non, elle est en robe. Qu'est-ce qu'elle a sous sa robe? Et d'ailleurs, comment va-t-elle? Quel uniforme va-t-elle porter? Elle ne peut quand même pas venir en robe et elle ne peut pas porter un tricorne. Alors ça, c'est un argument de choc. Je vous signale qu'il sera employé pour Marguerite Yourcenar. Comment va-t-elle s'habiller pour entrer à l'Académie française? Bien. Alors, puis, jeune encore et toujours belle. Bon, pour d'autres, elle est, selon les argumentateurs, pour d'autres, elle fait vieille quand même. Et puis, pour d'autres, elle est trop jeune. Elle devrait laisser la place à Branly, un austère vieillard. C'est insolent de faire ça, à 40 ans, à quelques 43, 44. Quand même, 60 ans, un homme, elle devrait s'effacer. Et puis, de temps en temps, eh bien non, elle est trop vieille pour y rentrer. Bon. Alors, en fait, elle est poussée par des novateurs, disent certains. Donc, en fait, des révolutionnaires. En fait, elle s'est spécialisée dans la chimie, là, non? Bon, elle a isolé le radium. Bon, mais écoutez, le poste qu'elle va remplacer, c'est celui d'un physicien. Alors, il faudrait savoir, elle est chimiste ou physicienne? Ben non, elle est chimiste, elle ne peut pas rentrer. Bon. Pour rentrer à l'académie, il faut avoir satisfait la loi militaire. Elle n'a pas fait son service militaire, elle ne peut pas rentrer. C'est logique, non? Vous ne trouvez pas? Bon. Alors, il y a une solution, ce serait, alors dans le temps, peut-être que les femmes pourraient fonder une académie à elles et empêcher les hommes de rentrer. Ça, ce serait du bon féminisme, même du très bon féminisme. Je cite, du très bon féminisme. Puisqu'on parle de féminisme actuellement, vous voyez tous les échos que ça a sur... Et alors, il ajoute... oui, le problème, c'est qu'il y a les suffragettes en ce moment. Alors, les suffragettes de la littérature, alors, la littérature... Alors, c'est ça qui dérange. S'il y avait des femmes écrivains qui rentraient. Et alors, comme il y a beaucoup de suffragettes, elles vont casser les carreaux de l'Institut et faire éruption pendant les séances des suffragettes. Marie Curie n'est pas une suffragette. Il n'y a pas plus discrète qu'elle. Oui, mais on sait où ça commence et on ne sait pas où ça finit. Alors, vous voyez, c'est ça. Donc, vous voyez là, comme on fait monter, si j'osais, la mayonnaise. Ça commence à monter, là, sérieusement. Tout est possible.
tout est bon, l'un d'entre eux vont dire « Oui, on peut la faire entrer, mais c'est une personne tellement pure, Marie Curie, que, alors je cite, une telle consécration altérerait sa personnalité. » Alors, tantôt, c'est un endroit sacro-saint, il ne faut pas qu'entre une femme, mais à un autre moment, si elle y rentre, elle est tellement merveilleuse que ça risque de la rendre un peu vaniteuse, enfin, les honneurs. Est-ce que Madame Marie Curie, la célèbre, la grande, l'immense Marie Curie, a besoin de retourner dans les choses du monde? Non, ça va la salir. Il ne faut pas la laisser salir. Donc, en gros, tout est bon, quoi. La Fontaine, hein, qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage et tout est bon. Et alors, le problème, on voit bien qu'à l'époque, c'est celui de la littérature. Le Figaro. Nous avons déjà plus de femmes de lettres qu'un pays civilisé ne peut en supporter, que les dieux favorables nous épargnent une génération de femmes de science. Bon, c'est plié. Et en plus, Marie Curie risque d'être un très mauvais exemple. Donc, on commence à salir, doucement, hein, parce que la renommée de cette femme illustre n'en sera pas atteinte, mais des milliers de jeunes personnes qui n'attendaient qu'un signe pour faire des expériences sur des cochons d'Inde vont être heureusement ramenées à des occupations plus en rapport avec leurs véritables aptitudes si Marie Curie n'entre pas à l'Académie des sciences. Donc, pour que ça marche, dans la paix des familles, la paix des ménages, les filles à leur place et les mariages en ordre, eh bien, il ne faut pas que Marie Curie rentre à l'Académie des sciences. Voilà. Donc, une femme à l'Académie, pourquoi pas, mais Madame Curie, tout de même, elle est trop bien pour ça et elle est aussi trop mal pour ça. Mauvais exemple. Et on va donc la caricaturer comme un personnage prétentieux. On va lui mettre une coupole en forme de chapeau, un chapeau en forme de coupole sur la tête. Et alors là, c'est le summum. La légende de cette caricature dit « Quel joli chapeau ferait la coupole ?» C'est-à-dire qu'en fait, la femme est toute femme, scientifique, alors, littéraire, n'en parlons pas, est futile. Même si elle découvre le radium, même si on peut soigner les gens avec le radium, sauver des milliers de vies, puisque c'est une femme qui l'a découvert, elle est futile. Elle ne pense qu'à ses chapeaux. Alors, le Curigate, si j'ose dire, je préférerais presque l'appeler comme ça dans cette conférence que l'affaire Langevin est déjà bien préparée. Néanmoins, il faut s'y prendre par étapes. Et c'est ce que c'est notre ami, enfin je l'appelle ami par antiphrase, Bourgeois. Il s'agit maintenant de passer aux actes. Pâques 1911, Marie Curie est avec ses filles, Paul Langevin avec ses enfants, c'est le week-end, cambriolage du 5 rue du Banquier, dans toutes les règles de l'art, effraction de la porte, effraction du secrétaire où Marie Curie garde les lettres de Paul Langevin et vice-versa, comme ils sont imprudents, vol des lettres et en même temps, quelqu'un ne photographie pas les lieux, il n'y a pas encore de smartphone, mais prend toutes sortes de notes sur l'aménagement du deux pièces qui prouvent qu'il est bien occupé par deux personnes qui vivent manifestement ensemble, hommes et femmes. Il y a des éléments de toilette, par exemple, qui sont décrits, du linge sans doute, etc., etc. Bien. Première étape, donc, effraction. La concierge témoigne. Les gens du Karstedt, oh ben ça fait longtemps qu'on les avait reconnus. Ben oui, ils viennent là tous les... Oui, assez souvent. Puis voilà, même Curie fait ça. C'est jamais aperçu qu'on l'avait reconnu. Et puis, bon, tout ce que peut être déballé pour prendre de l'importance ou on est dans l'ordre de la délation et qui laisse des traces. Alors, ça suffit pas. Ça, c'est juste la première étape. Un petit chantage après. C'est Bourgeois qui va s'en charger, histoire de voir de près
l'oiseau du scandale, ou si vous préférez, le gros poisson. Il va lui dire qu'il a les lettres. Il sait que des lettres existent et que Madame Langevin va sûrement faire procès. Il s'agit de déstabiliser la proie avant de la prendre. Marie garde son calme, comme souvent dans cette histoire. Bien, alors il a fait du bon boulot. Il se charge de trouver un avocat à Madame Langevin et il choisit un avocat d'une droite dure, très lié au journal La Croix, qui à l'époque était vraiment d'une droite dure, ce qui n'est plus maintenant du tout, et un certain Coudy qui est tiens, étrange, antisémite notoire et anti-Dreyfusard. Donc là, on a le mix, le mélange avec la vie privée et la politique. Ça commence à se préciser. C'est le fameux « l'étau se resserre ». Notre célèbre étau, dont on ne sait pas à quoi il ressemble d'ailleurs, le fameux étau, il est toujours en train de se resserrer, il ne se desserre jamais, mais là, il se resserre sur Marie Curie. Et parallèlement, écoutez, il a fait du bon boulot, bourgeois, donc il est proposé par le patron de son journal à la Légion d'honneur. Très bien, et on se rapproche donc de ce qui, moi, m'intéresse, le principe latin « is fecit qui prodest ». Qui propose bourgeois à la Légion d'honneur? On va dire que bourgeois, c'est le premier couteau. Les seconds couteaux, c'était les semi-malfrats et auxiliaires de police plus ou moins vénaux qui ont fait le petit coup du cambriolage et du vol des lettres. Bon, ça, on est dans les exécutants, mais le donneur d'ordre, c'est ce fameux prévet qui possède le journal. C'est lui qui propose à la Légion d'honneur. Et là encore, je le vois par la base de données de la Légion d'honneur, Léonore. Et ce prévet, quand on regarde, alors ça, c'est vraiment impressionnant, ce prévet. Sénateur. Alors, il est apparemment radical, mais comme on le disait à l'époque, radical comme les radis, rouge à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Moi, je l'ai entendu dire dans les années 70 encore, par des gens qui avaient connu cette époque. Et ce monsieur Prévet est aussi un homme d'affaires. Et ses affaires, c'est d'être fournisseur de l'armée. Mais pas du tout d'uniforme, non. C'est beaucoup mieux que ça, c'est beaucoup plus pittoresque. Il a des plantations, d'une part à La Réunion, qui permettent de faire de l'alcool qu'on va donner aux troufions. Mieux encore, il cultive beaucoup de haricots secs qu'on met en conserve, c'est les fameux faillots, célèbres faillots de l'armée, qui ont donné le verbe failloter. Et puis, alors le plus pittoresque, des plantations de gomme en Nouvelle-Calédonie qui permettent de faire une substance qui s'appelle le goménol. Le goménol est utilisé dans l'armée pour soigner notamment les angines, enfin toutes sortes de choses. Il sert de base au suppositoire de l'armée. Donc, ça l'a rendu très riche et lui, il a intérêt à la guerre. Et donc, il a beau être radical, il est en fait belliciste. Il veut que la guerre ait lieu parce que pour lui, c'est un marché colossal. Vous imaginez le nombre de gens qui vont être mobilisés. Donc, le groupe de Dreyfusards qui est autour de Marie Curie, je vous rappelle donc que Marie Curie n'a jamais participé de près ou de loin officiellement à des signatures quelconques lors de l'affaire Dreyfus, est le principal ennemi, puisque eux sont pacifistes. Alors, le problème, c'est que la victime, Marie Curie, elle résiste beaucoup, elle garde son calme. Alors, calme apparent, on imagine l'été qu'elle passe en 1911 en Pologne, elle a quand même eu ce gros chantage de bourgeois. Elle tient parce qu'il faut tenir, parce qu'elle est dans les tuyaux du Nobel. Elle a de fortes chances d'avoir son second Nobel. Et ce Nobel, il va être, on va le savoir, aux environs du 7 novembre. Donc, elle s'est donné un objectif, tenir jusqu'au 7 novembre. Comme elle est également amoureuse,
et qu'elle veut voir Paul, et qu'elle a quand même des revenus, elle va louer ce 2 pièces tout près d'ici, rue de Blainville. Je ne connais pas le numéro, donc là, je n'en sais pas plus. Je sais simplement, par la comptabilité, que ce deuxième rendez-vous avec Paul existe. Ce n'est pas simplement un rendez-vous amoureux, c'est un rendez-vous scientifique parce qu'elle prépare avec Paul Langevin le congrès Solvay qui va avoir lieu à l'hôtel Métropole en Belgique, où elle va rencontrer, où il y a un conclave de tous les grands savants de l'époque, Max Planck et un inconnu, prénom Albert, nom de famille Einstein. Donc on comprend quand même, puisqu'il s'agit de valider ou non la théorie des quantas, que ce local rue de Blainville, tout près de son laboratoire et de la présente maison Institut du Radium, qui n'est pas encore achevée, soit quand même, qu'elle se soit à 2 pas, elle veut gagner du temps. C'est une femme extrêmement occupée, Marie Curie, et pour des discussions avec Paul Langevin, elle a besoin de le voir, elle sait quand même que les journalistes les observent, en tout cas les sbires de l'épouvantable bourgeois. Alors, le scandale, de façon absolument incroyable, va exploser à la fin de ce fameux congrès Solvay, qui va être certainement la réunion de scientifiques la plus extraordinaire du XXe siècle, puisque c'est là que les plus grands cerveaux de l'époque, Rutherford pour les découvreurs des électrons, etc., je vous ai dit Einstein, Max Planck, Poincaré, vont parler de la fameuse théorie des quantas, de l'origine de l'énergie, de la nature exacte de la matière et de toutes les directions que va prendre la science du XXe siècle. Vous imaginez les enjeux des applications qui vont suivre. C'est quand même absolument colossal. Il y a là également Jean Perrin. Et donc, alors qu'ils viennent de finir de discuter de ça, eh bien, on est le samedi, va paraître à Paris un article dans un journal qui n'est pas celui de Bourgeois, c'est la Lassus, qui va révéler la liaison de Marie Curie et Paul Langevin en disant, pour faire court, que Marie a enlevé Paul Langevin. Voilà. Alors, tantôt, c'est une femme fragile et incapable de s'occuper d'autre chose que de ses chapeaux, mais sinon, c'est une bacchante qui enlève un pauvre homme sans défense à l'étranger. L'étranger, c'est la Belgique, mais c'est l'étranger. Le mot est dit, l'étranger. Hein, et on ne sait pas où il est, enfin, c'est absolument effrayant, et déboule dans le hall du Métropole, alors que les travaux vont reprendre, eh bien, un correspondant du Matin, en Belgique, d'un autre journal, Le Matin, qui veut vérifier l'information. Il fait son boulot, il est chargé de ça, il était prévenu par câble. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de mail, mais il y a quand même le câble et le téléphone, et il veut demander à Marie si c'est vrai ou pas. Elle garde son calme, et tout le monde, comme Marie garde son calme, dément, tout le monde garde son calme, et elle joint le directeur adjoint de l'ENS, le fameux mathématicien Borel, très grand mathématicien, fondateur de l'Institut Poincaré, hein, et donc ils vont, je pense par téléphone, convenir d'une stratégie qui est celle du démenti, et d'un démenti très ferme. Et finalement, ils ont la même, on le verra, on peut le constater, la même stratégie que dans ce qu'on appelle la gestion de crise. Vous voyez, dans un scandale. On commence par démentir, à en dire le moins possible. Regardez maintenant tous les scandales qui se passent. Il y a eu récemment Lactalis. Je parle de scandale, mais là de façon neutre. Hein. C'est-à-dire que ce soit un scandale avec des véritables fondements ou toutes les gammes de scandales, ceux qui sont absolument calomniateurs ou totalement déplacés, comme c'était le cas pour Marie Curie, puisque elle avait une liaison, c'était sa vie privée, et on voulait discréditer tout l'ensemble de sa démarche scientifique et l'exclure in fine et la renvoyer en Pologne. Donc, un autre point de la stratégie, disparaître. Déjà, Marie Curie va passer quelques jours abritée à l'ENS, elle va disparaître, on ne va pas la voir.
Donc, les confrères journalistes font quand même leur boulot, vérifient, s'aperçoivent que tout ça est quand même très exagéré. L'article qui était paru est tourné en ridicule, et son auteur aussi, qui était évidemment un petit journaliste plumitif qui avait été très naïvement berné. Alors, exit ce journaliste, mais Bourgeois ne se laisse pas faire. Lui, du coup, furieux, il fait une interview de sa belle-sœur, facile de la voir, à domicile, facile d'y aller, c'est la famille, et en fait, il fait un portrait interview, ce qu'on appelle un portrait interview, totalement ridicule également, mais où Madame Langevin est mise en scène comme « Ah tiens, une mère française, avec ses petits-enfants abandonnés, et un père a été enlevé par une ignoble intrigante à l'affection de ses enfants. » Et bien entendu, il ne signe pas l'article. Le but est très clair, il s'agit de monter une nouvelle affaire Dreyfus, parce que partout dans les articles qui ont paru, il y avait quand même des sous-entendus déjà qui étaient antisémites. Et si vous voulez, à partir de là, on sent quand même que ça va monter. Ce que poursuit Bourgeois, c'est la contagion, le phénomène de contagion. Dans la presse, c'est-à-dire le scandale rebondit. Hein. Alors, c'est un autre journal qui va, espère-t-il, se mettre sur le coup. Alors là, il a quand même pas de chance, parce que dans un premier temps, il y a une nouvelle qui va être beaucoup le contrarier, c'est que Marie Curie reçoit son second Nobel. Alors là, on imagine, c'est presque le lendemain. Vous voyez, c'est une dramaturgie incroyable. Alors là, il est furieux. Il a une petite compensation, c'est que son patron, lui décerne quand même le décor publiquement de sa Légion d'honneur. Alors là, c'est quand même son heure de gloire. Hein. Charles Prévet organise toute la cérémonie. Mais Bourgeois ne lâche pas. Il a sa carte maîtresse qui sont les lettres et il les propose à la vente à tous les journaux parisiens. Alors, Borel qui monte au créneau, chevalier blanc, on en avait parlé au début, c'est lui qui va monter au créneau, il va appeler un ami à lui, qui est le président du syndicat de la presse parisienne, le directeur du Petit Parisien, très puissant, Jean Dupuy. Et Jean Dupuy va donner des ordres, en tant que président du syndicat, de ne pas acheter les lettres. Alors, Bourgeois, furieux, insiste encore et finit par les proposer gratuitement. Personne n'en veut. Donc, normalement, l'affaire doit s'arrêter là, mais non. Bourgeois abat une dernière carte, c'est l'extrême droite, en la personne du directeur d'une feuille antisémite, belliciste, tout ce que vous pouvez imaginer, dirigé par un type très intelligent qui s'appelle Terry, qui est, moi je l'appelle un cygne torchon. Hein, ayant travaillé dans la presse, j'emploie des mots du jargon, et qui va publier en fait, un petit libelle qui est le point d'origine de mon livre. Je crois que je l'ai dans mon sac. J'avais trouvé un document relié, très soigneusement relié, avec un ex-libris absolument infectissime, très libidineux. Et en fait, je crois tomber sur un roman porno, j'ai ouvert, et en fait, c'était ce libelle contre Marie Curie, donc les scandales de la Sorbonne, où Marie Curie est peinte. Alors là, je vais vous la faire courte, vous voyez la montée en puissance ? Vous allez voir, comme en gros, une quadragénaire en chaleur, doublée d'une Brinvilliers, alors association avec le radium, hein, touillant ses chaudrons, ayant un genre de garce de gigolo qui est Langevin, mais alors il n'a pas peur du manque de logique. Ce gigolo qu'elle a séduit pour détruire une vraie mère avec ses enfants et un bon foyer français, s'était également introduit dans le ménage Curie du vivant de Pierre. Donc, il faudrait savoir où il a été dragué, où c'est lui qui a dragué.
Enfin, il ne s'arrête pas à des incohérences. Et évidemment, l'antisémitisme, le plus abject, c'est tellement abject que je ne vous le citerai pas. Alors, à partir de là, on arrive au sommet du scandale qui s'appelle la curée. Le lynchage médiatique. Donc, ça monte tellement qu'avec ces petites organisations d'extrême droite, ces troupes violentes qu'on connaîtra beaucoup mieux au moment de la cagoule, avant la Seconde Guerre mondiale et à travers les milices pétainistes pendant la Seconde Guerre mondiale, tout est en place déjà. On va d'un petit groupe à la maison de Marie Curie, à son domicile, elle est là avec sa fille Ève, et on caillasse sa maison. Mais la comptabilité de Marie Curie m'a permis de voir qu'on est entré dans le rez-de-chaussée et qu'on a brisé des meubles. Imaginez Marie Curie, au premier étage, avec une petite fille de 6 ans. Elle ne veut pas partir, même quand, quelques heures plus tard, la femme de Borel, Camille Marbeau de son nom de plume, arrive avec Jean Perrin. Ça, c'est un épisode qui est très connu. Finalement, elle se laissera faire, elle acceptera elle ne veut pas céder, elle veut affronter ses bourreaux. C'est caractéristique de cette histoire. Elle veut les affronter. Il y a un côté, si vous voulez, comme les protestants, que Dieu paraisse seulement et l'on verra en un instant abandonner la place. Le chant des protestants poursuivi par les dragons de Louis XIV. Et elle veut tenir, être droite, etc. Alors, elle accepte, elle va aller donc à l'abri chez les Borel, à l'ENS tout près, et le récit a été fait par Camille Marbeau. On a l'impression que c'est Camille Marbeau, dans cet épisode, qui a tout fait, ce qui est faux. C'est Borel, le mari, qui est à la manœuvre. Marbeau, elle, appelle des gens, ça c'est vrai, fait des dîners, des déjeuners, avec des journalistes favorables. Et lors de ces dîners-déjeuners, il y a plusieurs chevaliers blancs, Borel, de Bierne, l'assistant, collaborateur de Marie Curie, qui est un homme de l'ombre, un peu mal connu, mais un personnage absolument passionnant, très très passionnant humainement. Il y a évidemment Camille Marbeau, alias Marguerite Borel, la femme de Borel. Il y a Jean Perrin. Et ils vont former un groupe de plusieurs mousquetaires, on va dire, comme pour les ferrets de la reine. Mais l'idée, c'est de convaincre les journalistes de retourner ceux qui font l'opinion, les relais d'opinion. Et ils vont y arriver. Mais pas sans mal. Parce que Terry revient à la charge. Vous voyez, ce scandale, c'est un feuilleton. Tout scandale est un feuilleton. Tous les jours, il y en a. Vous avez vécu ça l'année dernière, donc ça doit la dramaturgie va vous rappeler quelque chose. Quand je dis ça, je ne prends pas parti. J'analyse le mécanisme du feuilleton. Et c'est toujours rebondissement. À ce moment-là, Terry revient à la charge, a des mots tellement, et c'est ce qu'il cherche, à provoquer Langevin, a des mots tellement odieux pour Langevin que Langevin, évidemment, prend feu et flamme et se dit, il faut un duel. Malheureusement, il ne manie pas l'épée, il n'a pas appris. Il n'y a que dans la noblesse, la grande bourgeoisie et chez les journalistes qu'on manie l'épée. Chez les journalistes, c'est très important de manier l'épée, à l'époque. Vous voyez, on a changé. Et il va y avoir plusieurs duels, un avec Langevin, mais il y en aura un entre Terry et un journaliste qui a pris fait et cause pour Marie Curie. Et qui est le témoin de Terry ? Bourgeois. Vous voyez ? Donc les sympathies de bourgeois avec l'extrême droite sont quand même assez marquées. Alors, l'acmé du scandale, ce seront les images. Plusieurs de ces duels sont tournés, c'est unique, par les actualités Gaumont et présentés dans toutes les salles de cinématographe. Et nous les possédons, vous pouvez les trouver sur mon site internet et également sur YouTube. Vous pouvez voir ces duels pour Marie Curie. Et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est le premier lynchage médiatique de l'histoire. Et comme il faut malgré tout
faire continuer les choses. On va essayer de donner à l'affaire un contenu international via un journal allemand, puis des journaux suédois, de telle façon qu'elle n'ait pas son Nobel. Et il y a des journaux suédois qui vont donner crédit à cela, à tel point qu'en Suède, on va se poser très nettement la question de savoir si Marie Curie doit se rendre ou non à Stockholm pour recevoir. Le président de l'Académie des Nobel va lui écrire pour lui dire de ne pas venir. Elle dit qu'elle viendra, parce qu'elle n'a rien à se reprocher. Vous voyez, Marie, son caractère, quand même superbe, parce que quand même, ça doit être très difficile à vivre. Et parallèlement, un procès avec citation à comparaître le 8 décembre, 2 jours avant cette cérémonie du Nobel, est en cours. Elle doit comparaître, elle dit qu'elle ira. En 48 heures, à l'époque, il n'y a pas d'avion, on ne peut pas être à Stockholm le 10. Et à ce moment-là, eh bien, il y a un compromis qui va sauver, comme dans un formidable film, happy end, mais happy end si on peut dire. C'est-à-dire que Langevin va négocier avec sa femme par l'entremise des avocats. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'agitation politique à ce moment-là. Marie Curie, que le gouvernement voulait chasser, gouvernement de gauche de France pour aller en Pologne, va être finalement, on va abandonner cette idée de la chasser en Pologne, et Langevin va lâcher ce à quoi il ne voulait pas, ce qu'il ne voulait pas lâcher, c'est-à-dire la garde de ses enfants à son épouse pour sauver Marie. Elle pourra aller à Stockholm. Par ailleurs, le duel de Langevin, qui est quelque chose de très mystérieux, puisqu'il ne va pas tirer sur Théry. En fait, je pense que ça avait été négocié pendant la nuit avec Théry, pour que lui-même ne tire pas sur un homme père de 4 enfants. Il semble qu'il y ait eu des tractations. Le gouvernement a vu que ça allait trop loin. Donc, la fin est heureuse si l'on veut. Elle est quand même malheureuse, car finalement, la passion amoureuse de Marie va se retrouver dans un impasse. Ils vont renoncer l'un à l'autre. Moi, je ne juge pas Langevin. On a beaucoup parlé de la faiblesse de Langevin. Je trouve quand même qu'il tenait beaucoup à ses enfants. Les abandonner pour l'honneur de Marie, c'est quand même un grand geste. Il ne les reverra pas ou mal pendant plusieurs années. Et ce sont des enfants jeunes. Donc, la phase finale du scandale, c'est toujours le dégonflage. Ici, la victime a réchappé de très peu. Elle avait une vitalité exceptionnelle, une capacité d'analyse exceptionnelle, des bons chevaliers blancs, mais évidemment, les ravages familiaux seront incommensurables. Ils seront surtout sur elle, puisqu'elle tombera très gravement malade et que physiquement, elle en réchappera de peu. La leçon qui est à méditer pour nous, c'est qu'en cas et pour toutes les gens qui s'intéressent à la gestion de crise ou des scandales, quand vous êtes calomnié, il faut se taire. Il ne faut pas propager vous-même la calomnie. 2, il faut tenir. Et ça, c'est une question de nerfs et tout le monde ne les a pas. Marie Curie les a eus, les nerfs. Il ne faut surtout rien lâcher sur ce qui concerne le respect de soi. La dignité est capitale et aussi la ligne qu'on s'est fixée. Donc ça demande une forme d'héroïsme, c'est vrai. Et ensuite, il faut apprendre, et c'est certainement le plus difficile, à se reconstruire sur un champ de cendres. Parce que malheureusement, le scandale détruit tout sur son passage et n'est pas donné à tout le monde de s'en relever. Et quand bien même on s'en relève, on est meurtri à vie. Je terminerai par une seule question que je livre à votre méditation. Que serait-il advenu de Marie si le jour où le journal avait publié, donc le 5 novembre 1911,
cette annonce de cette liaison dite scandaleuse et que les réseaux sociaux et Internet les avaient protégés, les avaient propagés par toute la planète. Je vous livre cela à votre méditation. J'ai deux, trois petits points à éclaircir. L'accusation d'être juive, est-ce que le simple fait de publier l'acte de baptême dans un journal, ça pouvait taire immédiatement ce genre d'accusation? Je ne comprends pas comment ça peut... Alors, l'accusation, la première accusation, je mets entre guillemets, parce que j'estime que le fait d'être juif est évidemment en aucun cas un acte coupable. Hein, donc, je mets entre guillemets, oui, bien parce sûr. que ce serait un propos antisémite. Alors, l'accusation a été formulée par lettre anonyme, extrêmement courageuse, et Marie Curie, et ça a été quelque chose de très difficile à faire pour elle, a répondu en disant qu'elle était née et a été élevée et baptisée dans la religion catholique. Et ça a été très pénible car elle était athée et que par ailleurs, en tant qu'athée, elle ne faisait aucune distinction entre les religions. On ne jugeait évidemment pas, mais vous savez qu'à l'époque, le préjugé général était de distinguer évidemment avec des degrés de mépris les êtres, les citoyens selon leur religion. Même si la République, ça n'était pas dans les principes républicains. La deuxième question ? Oui, la deuxième question. En ce qui concerne les lettres qui existent et qui ont été volées, comment se fait-il qu'un journal antisémite, et Dieu sait s'il en existait à l'époque, ne l'ait pas publié? Parce que vous avez... Il les a publiés. Il les a publiés pour, de façon tordue, perverse, comme elles étaient contenues dans l'acte d'accusation contre Paul Langevin et Marie Curie, qui étaient accusés par Madame Langevin, pour Paul Langevin d'adultère, pour Marie Curie de complicité d'adultère. Pour complicité d'adultère, Marie Curie, en tant que femme, risquait une forte amende et éventuellement la prison. Donc, ce qu'a fait Terry dans son journal, pour publier les lettres sans tomber sous le coup de la loi, du respect de la vie privée, eh bien, il a publié l'acte d'accusation qui prenait les lettres comme support, comme preuve que la procédure était fondée. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a des lettres d'amour de Paul Langevin, en tout cas des extraits, et de Marie Curie, puisque les deux protagonistes ont fait disparaître leur correspondance. Mais alors, si on avait les lettres, comment se fait-il que la justice ne s'en est pas mêlée pour éventuellement... Enfin, puisque alors, la femme... justice s'en est mêlée à un moment parce qu'on a fait valoir, et ça a été un moment de la négociation qui a abouti à un rabibochage judiciaire entre Madame Langevin et Paul Langevin. En fait, quand des documents privés, et c'est toujours le cas actuellement, ont été soustraits à ceux qui les possèdent par un moyen illégal, ils sont nuls. Voilà. Mais comme la justice était lente, Terry a été plus vite, il les a publiés. Mais pour nous, en même temps, paradoxalement, c'est très précieux parce qu'on découvre dans l'une des lettres le tempérament, la beauté passionnelle de Marie Curie. Sinon, on n'aurait rien. Donc, paradoxalement, c'est bien pour l'historien. Irène, une dernière question. Bonjour, je voulais savoir, avec tout ce qui s'est passé dans la destruction de la propriété de Marie Curie... c'est plutôt c'est pas la destruction, c'est plutôt du saccage. Saccage. Au rez-de-chaussée. Oui, mais ils ont détruit des meubles, vous aviez dit, je crois. Oui, il y a les factures de réparation des meubles, oui. Etc. Comment est-ce que c'est... Et qu'il y a eu effraction chez aussi Monsieur Langevin. Comment est-ce que c'est... Enfin, qu'a fait la police à ce moment-là? Oui, alors c'est la grande question. Que fait la police? C'est celle que je me suis posée quand j'ai trouvé le dossier de Marie Curie quasiment vide. Il y a très peu de choses. En fait, la police a couvert l'émeute chez Marie Curie.
Parce que à ce moment-là, les politiques le gouvernement voulait se débarrasser d'elle, qu'elle retourne en Pologne. Et ça a été très nettement demandé à Émile Borel, qui convainc Marie Curie de fiche le camp. On a une scène qui a été conservée, un témoignage très sûr là-dessus. Et en fait, elle était gênante. C'est la femme gênante. Malheur à celle par qui le scandale arrive. C'est qu'elle était la victime et c'est elle qui devait payer. Mais ça, c'est un schéma classique. C'est le schéma pervers qu'on voit dans le harcèlement au travail, contre des femmes et des hommes d'ailleurs, hein, de façon tout à fait équitable. C'est la victime qui doit payer. Et tout le monde est d'accord pour faire dégager la personne qui gêne parce qu'elle est trop franche, trop droite, etc. Voilà. Est-ce que je vous ai bien répondu? Merci beaucoup. Et dans ces cas-là, la police est une très docile exécutante. Merci à vous.